La pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle une air humide et une légère odeur du sol désertique de l'Arizona qui flottait dans la brise. Jacques Thibault, âgé de 55 ans, luttait encore avec une section de clôture cassée lorsque le bruit familier de pas le fit lever les yeux. Max, son berger allemand de 7 ans, avait disparu depuis plusieurs heures, ce qui était rare depuis qu'il s'était installé dans cette vaste propriété à la campagne reculée de Provence-des-Sables. Le cœur de Jacques sembla s'arrêter face à la scène devant lui. Max n'était pas revenu seul. Derrière le chien trempé, couvert de boue, se trouvaient deux petites créatures brun-jaune, également mouillées et boueuses, titubant derrière lui. Deux lionceaux, âgés d'accent grave peine 6 à 8 semaines, paraissant épuisés et effrayés. Mon Dieu! S'exclama Jacques, laissant tomber son marteau. Après 30 ans à travailler dans des centres de secours pour animaux sauvages, il reconnut immédiatement des lions africains de pure race, une découverte extrêmement rare dans cette région. Max s'arrêta à environ 10 pas de Jacques, regardant son maître avec des yeux à la fois fatigués et fiers. Les lionceaux s'effondrèrent immédiatement au sol, haletant lourdement, la boue collée à leur pelage délicat. Lorsque Jacques s'approcha, quelque chose d'inattendu se produisit. Max grogna doucement, un son qu'il n'avait jamais émis envers Jacques auparavant. Il se déplaça sur le côté, se positionnant entre Jacques et les lionceaux. Le message était clair. Ils étaient sous sa protection. Jacques recula, observant les empreintes boueuses. Il réalisa que Max avait dû suivre une piste le long du ruisseau gonflé par les fortes pluies. Son expérience lui indiquait que ces lionceaux n'avaient rien à faire ici. Ils devaient venir de plus loin, dans des circonstances inhabituelles. Le regard aiguisé de Jacques balaya les environs, cherchant un signe d'une lionne ou d'autres lions. Mais il n'y avait que le vent sifflant à travers les buissons de chêne et le bruit de l'eau courant dans le ruisseau à proximité. Ces lionceaux avaient clairement été abandonnés ou perdus, et Max les avait trouvés. Il ouvrit la porte de l'abri transformé en espace de travail, faisant signe à Max. Étonnamment, les lionceaux semblèrent comprendre. Ils se relevèrent en titubant, suivant Max à l'intérieur. Jacques sortit son téléphone et appela Sophie Rivière, une ancienne collègue de l'agence de protection de la faune. Jacques, tu ne vas pas le croire, dit Sophie après avoir entendu son récit. Nous venons de recevoir un rapport sur un camion de transport illégal d'animaux qui s'est renversé en essayant de traverser le ruisseau en crue, à environ 8 km de chez toi. La police a retrouvé certains animaux, mais beaucoup manquent encore. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Jacques. Des trafiquants d'animaux sauvages, le fléau qu'il avait combattu tout au long de sa carrière, avaient dû transporter ces lionceaux illégalement. La pluie et la montée des eaux avaient créé une rare opportunité d'évasion pour ces petites créatures. Quand Sophie proposa de venir chercher les lionceaux immédiatement, Jacques regarda Max. Le chien s'était couché à côté d'eux, léchant la boue de leur pelage avec une dévotion remarquable. « Sophie, je crois qu'on a un problème, » dit Jacques. Max les a adoptés comme les siens. Jacques expliqua que Max avait établi un lien protecteur avec les lionceaux, et les séparer immédiatement pourrait causer du stress pour tous. Grâce à son expérience avec les animaux, il convainquit Sophie de le laisser s'en occuper temporairement pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être transporté. Sophie accepta à contre-cœur, mais prévint que c'était une solution temporaire. 3 jours, Jacques, pas plus, et je veux des mises à jour quotidiennes. Après l'avoir raccroché, Jacques fouilla dans ses vieux placards à la recherche de fournitures nécessaires. Il sortit des biberons de lait pour carnivores, une trousse médicale de base et des couvertures épaisses. Avec la précision d'un chirurgien, il prépara un espace chaud et sûr dans un coin de l'abri, étendant les couvertures les plus douces qu'il put trouver. À son retour, Jacques trouva Max ayant déjà installé les lionceaux dans un coin où ils étaient protégés et au chaud. Le chien nettoyait la boue de leur pelage, ses mouvements doux et patients, comme ceux d'une mère. Léo et Théo, les noms que Jacques leur donnerait bientôt, s'étaient endormis d'épuisement, leur petit corps blotti contre Max, cherchant chaleur et sécurité. Jacques observa Max s'occuper doucement des lionceaux. Il se demanda si 3 jours suffiraient. En regardant les yeux résolus de Max, Jacques savait que le chien avait pris sa décision, et rien ne semblait pouvoir la changer. La première nuit passa dans une vigilance constante. Jacques dormit sur le vieux fauteuil dans l'abri, se réveillant à chaque bruit, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Max avait la situation parfaitement sous contrôle, répondant à chaque besoin des lionceaux avec un instinct naturel remarquable. Lorsque Léo se réveilla et commença à gémir de faim, Max alerta immédiatement Jacques, le guidant vers le biberon préparé. Jacques observa Max s'occuper doucement des lionceaux. Il se demanda si 3 jours suffiraient. En regardant les yeux résolus de Max, Jacques savait que le chien avait pris sa décision, et rien ne semblait pouvoir la changer. La première nuit passa dans une vigilance constante. Jacques dormit sur le vieux fauteuil dans l'abri, se réveillant à chaque bruit, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Max avait la situation parfaitement sous contrôle,
répondant à chaque besoin des lionceaux avec un instinct naturel remarquable. Lorsque Léo se réveilla et commença à gémir de faim, Max alerta immédiatement Jacques, le guidant vers le biberon préparé. L'aube désertique filtrait à travers les fentes de la porte, annonçant un nouveau jour. Jacques se réveilla pour trouver Max ayant conduit Léo et Théo dehors, leur apprenant à faire leurs besoins dans des endroits appropriés, un comportement que Jacques n'aurait jamais pensé qu'un chien puisse enseigner à des lions. « D'accord, vieux compagnon, » dit Jacques à Max alors que le chien ramenait les lionceaux. « Nous avons 3 jours. Faisons en sorte qu'ils comptent. » Jacques transforma l'abri en une maison temporaire pour les 2 lionceaux, utilisant son expertise pour vérifier leur santé et s'en occuper. Ils étaient déshydratés, affamés et terrifiés, mais heureusement sans blessure grave. Max refusa de quitter les lionceaux, sautant même des repas pour rester avec eux. Jacques observa en silence Max lécher la boue du pelage des lionceaux, les encourager à manger la nourriture que Jacques préparait, et leur apprendre à jouer en sécurité sur le sol humide. Dans l'abri, Jacques nomma les 2 lionceaux. Le plus grand, avec des yeux perçants et un pelage plus foncé, il appela Léo. Le plus petit, plus actif et aventureux, fut nommé Théo. Les 2 répondirent à leur nom après seulement quelques jours, ce qui surprit Jacques par leur intelligence. Les jours suivants apportèrent un spectacle que Jacques n'avait jamais vu dans sa longue carrière. Max ne se contentait pas de s'occuper de Léo et Théo. Il leur enseignait. Le chien guidait patiemment les lionceaux sur la manière de traquer à travers les flaques, de se déplacer dans la boue sans s'enfoncer, et même de se nettoyer après avoir joué. Léo et Théo commencèrent à imiter de nombreux comportements de Max, de la façon dont il se couchait au son qu'il émettait. Le 2e matin, alors que le soleil était encore bas sur l'horizon désertique, Jacques se réveilla pour trouver Max enseignant à Léo comment traquer. Le chien était caché derrière un petit buisson dans la cour, seuls ses yeux et ses oreilles visibles. Léo, essayant d'imiter son père, se couchait également à plat, bien que sa technique fût maladroite. Théo, trop impatient pour cette leçon, courait autour, sa queue frappant constamment le sol, ruinant toute tentative de camouflage. Jacques commença à consigner ses observations dans un vieux carnet, réalisant que c'était une opportunité de recherche unique sur le comportement interespèce rarement documenté en science. Il prit des photos et des vidéos, alors que Max apprenait à Léo à se coucher et attendre, puis à bondir soudainement pour attaquer un vieil oreiller. Théo, toujours plus énergique, interrompait souvent la leçon en sautant au milieu, obligeant Max à recommencer patiemment. L'après-midi du 3e jour, juste à l'échéance fixée par Sophie, elle revint pour vérifier. Quand Jacques la conduisit dans l'abri, la surprise était évidente sur son visage. Léo et Théo n'étaient plus les créatures effrayées et faibles, mais étaient devenus agiles et curieux. Ils couraient autour des pieds de Sophie, explorant la nouvelle visiteuse avec une curiosité naturelle de lion, mais en maintenant toujours une distance de sécurité, une leçon apprise de Max. « Je n'ai jamais vu ça, » admit Sophie, observant Max enseigner à Léo et Théo comment traverser une flaque sans éclabousser. Il ne se contente pas de s'occuper d'eux, il leur apprend à être des lions. Jacques sourit, mais savait que le temps était écoulé. « Je suppose que tu vas les prendre maintenant. » Sophie regarda la scène devant elle une fois de plus. Max guidait patiemment Théo sur la manière de se laver correctement le visage, tandis que Léo se concentrait sur un scarabée, pratiquant les compétences de traque qu'il venait d'apprendre. Quelque chose de spécial se passait ici, quelque chose qu'elle, avec toute son expérience avec la faune, n'avait jamais vu. « Je pense qu'on peut prolonger un peu le temps, » dit Sophie après un silence. « Il se développe bien, et certains experts seraient très intéressés par ce qui se passe ici. Mais Jacques, tu comprends que ce n'est pas une solution à long terme, n'est-ce pas ?» Jacques hocha la tête. Il comprenait mieux que quiconque que Léo et Théo étaient des lions, pas des animaux de compagnie. Un jour, ils deviendraient de puissants prédateurs dangereux, incapables de vivre éternellement dans son abri. Sophie accepta de prolonger le délai d'1 semaine à condition qu'un vétérinaire examine la santé de Léo et Théo. Jacques accepta joyeusement, sachant que chaque jour renforçait le lien entre Max et les lionceaux. Le vétérinaire, un homme plus âgé nommé Martin, que Jacques connaissait depuis ses jours au centre de secours, visita le lendemain. Il ne put cacher son étonnement face à la vue de Max et des 2 lionceaux. « En 40 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça, » dit-il, observant Max apprendre à Léo et Théo à boire de l'eau dans un bol sans renverser. « Ce n'est pas juste un instinct de protection. Ton chien leur enseigne, Jacques. Il transmet des connaissances. » Le docteur Martin confirma que Léo et Théo étaient en parfaite santé et se développaient bien. En fait, il remarqua qu'ils se développaient même mieux que les lionceaux du même âge qu'il avait examinés dans des zoos et des réserves. « Peut-être y a-t-il quelque chose dans la méthode parentale de Max dont nous pourrions apprendre, » dit-il avant de partir, laissant Jacques avec plus de questions que de réponses. L'extension d'1 semaine se transforma en 2, puis 3. Léo et Théo grandissaient rapidement, leur petit corps montrant progressivement les contours des puissants prédateurs qu'ils deviendraient. Jacques transforma une partie de la cour arrière en une aire de jeu sécurisée pour eux, avec des rondins pour grimper et une petite piscine pour apprendre à nager. Un après-midi,
Alors que Léo et Théo avaient environ 6 semaines depuis leur arrivée chez Jacques, il assista à un moment incroyable. Max avait placé un jouet en forme de lapin attaché à une corde que Jacques pouvait tirer au centre de la cour. Le chien se coucha à plat, signalant à Léo et Théo de faire de même. Puis Max s'approcha lentement de la proie, pas à pas, s'arrêtant chaque fois que le lapin jouet bougeait. Jacques tira doucement sur la corde. Léo saisit immédiatement la leçon, imitant chaque mouvement de Max avec une précision étonnante. Théo, comme d'habitude, était trop excité pour être patient, sautant constamment hors de sa cachette, faisant fuir la proie. Jacques tira fort sur la corde. Max ne montra aucune déception. Il ramena patiemment Théo à la position de départ, parfois en portant doucement le lionceau espiègle par le cou, comme une lionne le ferait avec ses petits. Après de nombreuses tentatives, Théo apprit enfin la leçon de la patience, et tous trois chassèrent ensemble le lapin jouet avec succès. Jacques documenta tout, créant un registre détaillé qu'il espérait pouvoir un jour aider les efforts de conservation et de réhabilitation de la faune. Il réalisa que ce que faisait Max pourrait fournir de nouvelles perspectives sur la manière de nourrir les animaux orphelins pour qu'ils puissent retourner à la vie sauvage. Chaque jour apportait de nouvelles leçons de Max. Le chien semblait comprendre que Léo et Théo n'étaient pas des chiots, mais une espèce totalement différente avec ses propres besoins et instincts. Il ajusta sa méthode d'enseignement pour correspondre à leur nature de lion, encourageant les comportements prédateurs naturels à travers des jeux soigneusement conçus. Léo, avec son caractère plus concentré et prudent, devint rapidement l'élève modèle de Max. Ce lionceau apprit à se déplacer silencieusement, à traquer sans être détecté, et même à utiliser l'environnement environnant pour se camoufler. Théo, bien que plus actif et impatient, apprenait tout de même des leçons importantes sur le travail d'équipe et la coordination dans la chasse. La chose la plus étrange était la manière dont Max leur enseignait les limites et les règles. Il établit un système de discipline doux mais efficace, utilisant des grognements légers pour avertir lorsqu'ils allaient trop loin ou jouaient trop brutalement. Alors que Léo et Théo commençaient à montrer des signes de force croissante, Max leur apprit le contrôle, une leçon inestimable pour des créatures qui deviendraient éventuellement des prédateurs suprêmes. Sophie continuait à visiter, d'abord chaque semaine, puis toutes les 2 semaines. Elle apportait de la nourriture appropriée et documentait le développement de Léo et Théo. À chaque visite, elle était émerveillée par leur progrès et le lien approfondi avec Max. « Les chercheurs ne le croiraient pas si je n'avais pas tout documenté », dit-elle à Jacques après avoir observé Max apprendre à Léo et Théo à nager dans une petite piscine que Jacques avait creusée dans la cour. Cela défie tout ce que nous savons sur le comportement animal. Quand les lionceaux avaient environ 10 semaines, un phénomène intéressant commença à se produire. Ils commencèrent à enseigner à Max en retour. Léo, en particulier, guidait Max vers des endroits qu'il voulait explorer ou montrait aux chiens des techniques de chasse instinctive qu'il semblait connaître naturellement. Théo, avec son caractère plus social, invitait Max à rejoindre des jeux qu'il inventait, souvent impliquant des sauts et des poursuites. Jacques réalisa que ce n'était pas seulement une relation à sens unique, mais un véritable échange, une famille non conventionnelle avec des dynamiques complexes et un respect mutuel. Max n'était pas seulement un père de substitution. Il était devenu partie intégrante de la petite troupe de lions, et Léo et Théo l'avaient accepté comme un membre de la famille. Un soir, alors que Léo et Théo avaient presque 3 mois, Jacques reçut un appel de Sophie. Sa voix était plus sérieuse que d'habitude. « J'ai parlé avec le docteur Rodriguez à la réserve de Sonoran, dit-elle. Ils ont préparé une zone spéciale pour Léo et Théo. Ils sont assez grands pour aller là où est leur place, Jacques. » Jacques regarda par la fenêtre où Max apprenait à Léo et Théo à traquer à travers les buissons désertiques. Le chien était devenu un père patient et sage, et les lionceaux s'étaient développés de manière exceptionnelle sous sa guidance. Mais Jacques savait que Sophie avait raison. Léo et Théo étaient des lions, pas des animaux de compagnie. Ils devaient vivre parmi les leurs. Apprendre à être de vrais lions. Demain, dit Sophie, sa voix douce mais ferme. Nous viendrons le matin. Après l'avoir raccroché, Jacques sortit dans la cour où Max entraînait encore Léo et Théo. Dans le coucher de soleil désertique, il observa ces 3 créatures, un chien qui avait trouvé un nouveau but et 2 lionceaux qui avaient trouvé un père inattendu, et se demanda si Max pouvait comprendre pourquoi ses enfants adoptifs devaient partir. Cette nuit-là, Jacques ne put dormir. Il entendait Léo et Théo jouer dans l'abri, les grognements doux de Max lorsqu'il devenait trop bruyant. Il se demandait si c'était leur dernière nuit ensemble, et si oui, si Max le savait. Jacques savait que, peu importe la force du lien entre Max et les lionceaux, Léo et Théo grandissaient rapidement et deviendraient bientôt trop grands et dangereux pour rester à la maison. En même temps, l'attachement entre Max et eux était devenu trop profond pour être ignoré. Après une nuit agitée, Jacques trouva une solution. Le lendemain matin, il appela Sophie et proposa un plan audacieux, un processus de transition progressive impliquant Max.
Jacques utilisa tous ses contacts dans l'industrie et son expérience approfondie pour convaincre Sophie que ce n'était pas juste une idée folle. Cela pourrait être une nouvelle méthode, bénéfique à la fois pour Léo et Théo tout en fournissant des données précieuses pour les efforts de conservation. Je veux que nous convainquions la réserve d'essayer un programme spécial, expliqua Jacques. Max et moi participerons au processus de réintégration de Léo et Théo. Nous les emmènerons à la réserve pour de courtes visites, leur permettant de se familiariser avec le nouvel environnement et les autres lions tout en maintenant leur lien avec Max. Sophie fut initialement sceptique, mais après avoir examiné les notes et vidéos que Jacques avait recueillies au cours des 3 dernières semaines, elle commença à voir le potentiel de ce plan. Elle promit d'en discuter avec les autorités de la réserve. Une semaine plus tard, de bonnes nouvelles arrivèrent. La réserve de faune à proximité accepta de tester le programme spécial proposé par Jacques. Avec l'expertise de Jacques en matière de faune et de dressage d'animaux, ainsi que les données convaincantes sur le lien entre Max et les lionceaux, la réserve vit une opportunité de recherche unique sur le comportement social des lions. Le processus de transition commença immédiatement. Jacques et Max emmenèrent Léo et Théo à la réserve pour de courtes visites, initialement de quelques heures seulement. Au début, les lionceaux étaient anxieux dans le nouvel environnement, restant près de Max. Mais progressivement, sous l'encouragement de Max, ils commencèrent à explorer la zone plus vaste de la réserve et même à interagir avec les autres lions qui étaient gardés. Ce qui était incroyable, c'était la manière dont Max s'adapta à son nouveau rôle. Au lieu d'essayer de garder Léo et Théo à ses côtés, il semblait comprendre que sa mission était de les aider à s'intégrer dans leur nouveau monde. Il les encourageait à participer à des activités avec d'autres lions, se tenant en retrait pour observer à distance, n'intervenant que lorsque nécessaire. Les chercheurs de la réserve commencèrent à tout documenter, émerveillés par l'intelligence émotionnelle de Max et l'adaptabilité de Léo et Théo. Ils réalisèrent que, bien qu'élevés par Max, les 2 lionceaux conservaient leurs instincts de lion. Ils avaient peut-être même appris certaines compétences de Max qu'ils n'auraient pas pu apprendre d'autres lions. Après 4 mois de persévérance, Léo et Théo s'étaient pleinement adaptés à la vie à la réserve. Ils avaient considérablement grandi, n'étant plus les petits lionceaux que Max avait ramenés à la maison dans la boue. Ils s'étaient intégrés aux autres lions de la réserve, bien que les chercheurs notèrent qu'ils présentaient certains comportements uniques, peut-être un héritage de leur temps élevé par Max. La réserve, impressionné par l'implication de Jacques et sa compréhension profonde du comportement animal, l'invita à être un conseiller spécial pour un nouveau programme de recherche sur l'utilisation des chiens dans l'éducation des animaux sauvages orphelins. L'histoire de Max et des 2 lionceaux devint une étude de cas offrant de nouvelles perspectives sur la capacité à former des liens interespèces et leur impact sur le développement de la faune. Lors de leur dernière visite, par un après-midi pluvieux, Jacques et Max se tenaient à l'extérieur de la zone des lions, observant Léo et Théo jouer dans la boue avec d'autres lions. Ils étaient devenus des lions jeunes, sains, forts et confiants, bien différents des petites créatures effrayées que Max avait ramenées à la maison. Quand Max aboya doucement, Léo et Théo s'arrêtèrent, la tête levée. Ils regardèrent vers Max et Jacques, leurs yeux s'illuminant de reconnaissance. Après un moment, ils coururent vers la clôture, non pas en posture d'attaque, mais avec une joie évidente, comme 2 lionceaux maladroits suivant Max ce premier jour. Jacques sentit une larme couler sur sa joue. Pas de tristesse, mais en réalisant que parfois, les liens les plus profonds se forment dans les circonstances les plus inattendues. Et le véritable amour ne consiste pas à retenir, mais à savoir quand lâcher prise pour que ceux qu'on aime deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Max, debout fièrement à côté de Jacques, semblait comprendre cela aussi. Le chien regarda Léo et Théo une dernière fois, puis se détourna, prêt à rentrer à la maison. Son travail était terminé. Il avait sauvé 2 vies, les avait élevés, et maintenant il savait qu'en lâcher prise. En rentrant chez lui, Jacques posa sa main sur la tête de Max. « Tu as bien fait, vieux compagnon, » murmura-t-il. Le chien posa sa tête contre la main de Jacques, les yeux tournés vers l'horizon, où le soleil se couchait derrière les montagnes désertiques lointaines, créant un nouveau jour, un nouveau départ pour tous.